On dit souvent, on ne doit pas faire de la musculation avant la puberté, c'est une aberration totale. Trop de tension ici ou là, et bien avant ce pic de croissance rapide, il faut étirer. Voilà. Et puis aussi, il faut étirer aussi durant cette phase de croissance. Il faut y aller doucement, mais il faut étirer pour garder une certaine capacité de distension du système musculo-tendineux. C'est important. Et éviter ces fameuses tensions. Donc les étirements sont indispensables chez les jeunes et chez les enfants et les adolescents. C'est incontournable. Et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sébastien Rappel, je suis enseignant-chercheur à l'UFR STAPS de Clermont. Donc, je vous remercie avant tout François de Tchebi et Philanic pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de rencontrer des cadres techniques, des entraîneurs qui s'intéressent donc à la performance sportive, notamment chez les jeunes. Donc l'enfant, lui, on va parler de l'enfant et de l'adolescent. Je vais vous définir un petit peu comment je vois la population, comment on peut la définir, et puis qu'est-ce qu'il faut entrevoir, éviter lorsqu'on est amené à suivre, accompagner des jeunes sportifs en développement. Alors sachez que cette population-là, elle n'est pas fortement étudiée. Sachez que c'est une science un petit peu nouvelle, puisqu'on a toujours axé l'étude de la perf, notamment chez les adultes, et donc on a très peu finalement étudié cette jeune population qui est en phase de croissance et de maturation. Donc c'est à mon grand regret, puisqu'en France, en recherche, on est 2-3 maximum à s'y intéresser, même dans le domaine des STAPS. Où la vocation est quand même de faire de la science, de produire de la connaissance et puis essayer de la vulgariser au profit du monde sportif, du monde médical, éducatif aussi, que ce soit chez les profs d'éducation physique et sportive, que ce soit chez les entraîneurs, des cadres techniques ou même des parents qui s'intéressent sur la prise en main de leurs enfants dans le cadre sportif. Donc en fait, à un moment donné, on est tous confrontés un jour ou l'autre à suivre et accompagner des jeunes. Et malheureusement, on a toujours tendance à considérer que l'enfant est un adulte en miniature, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis on dit que l'enfant est un petit homme, mais pas un petit homme, pour reprendre un petit peu l'expression de Jean-Jacques Rousseau. Mais en tout cas, il faut absolument arrêter de considérer que l'enfant est un petit adulte, un homme en miniature. C'est absolument pas le cas. L'enfant, lui, il a ses propres spécificités, qu'elles soient métaboliques, physiologiques, qu'elles soient psychologiques, biomécaniques, morphologiques. Et puis, il faut absolument tenir compte de ces spécificités lorsque vous voulez préparer physiquement ou entraîner un jeune. Alors, la préparation physique, c'est quelque chose, je suppose que la plupart d'entre vous font de la préparation physique. C'est quelque chose de compliqué. Chez l'adulte, et c'est encore plus chez l'enfant, parce que l'enfant, lui, c'est un être qui est en perpétuelle évolution, perpétuel changement, et qui subit deux phénomènes qui sont la croissance. Ça, c'est le premier. Et la croissance, c'est quoi? C'est une augmentation progressive des dimensions du corps, d'un organe ou d'un tissu. Donc là, on est sur un aspect qui est quantitatif, qui est facilement mesurable. On est capable de mesurer facilement la taille debout, la taille assise. On est capable de mesurer la masse corporelle ou le poids. On est capable de mesurer les circonférences, des diamètres. Ça, c'est des choses qui sont facilement mesurables, accessibles, et qui représentent, vous voyez, un aspect purement quantitatif. Alors, on le voit au quotidien, notamment après les vacances, lorsque vous retrouvez vos sportifs en septembre, là, ils ont pu prendre pas mal de centimètres. Et c'est vrai c'est durant la récupération finalement que l'enfant, lui, s'étant reposé, va grandir, mais ça dépend de son âge et de son stade de développement. Et après, vous avez la maturation. Alors, c'est quelque chose de différent, mais complémentaire à la croissance. Et la maturation, c'est un phénomène qui se traduit par la progression de la fonction. Alors, la fonction, j'aurais dû le mettre en plus grand, la fonction d'un organe, d'un tissu ou d'un système biologique, jusqu'à son état de maturité qui correspond au fonctionnement adulte.
Alors là, on parle de fonction d'un tissu, d'un organe, et là, on est sur un aspect purement qualitatif. Alors, je prends toujours l'exemple du muscle, hein, qui est l'organe effecteur du mouvement et du geste. Et le muscle, lui, il va subir la croissance sous l'influence du système hormonal. Hein, il y a des hormones dites androgènes. Hein, alors, chez le garçon, c'est la testostérone, hein, l'hormone de croissance, etc. Et donc, sous l'action de ces hormones-là, le muscle, lui, il va grandir, il va grossir, il va prendre du volume. Et donc, le muscle va pouvoir produire plus de force et plus de puissance. Mais pour qu'il puisse produire plus de force et de puissance, il faut l'activer, ce muscle. Il faut le solliciter, il faut recruter les fibres musculaires, hein, les fibres qui sont innervées par le système nerveux central. Et donc, pour qu'il y ait une augmentation de la fonction du muscle, dans sa capacité à produire de la force et de la puissance, il faut absolument qu'il y ait une maturation du système nerveux central, puisque le système nerveux central va permettre de recruter, de synchroniser ces fameuses unités motrices ou les fibres musculaires qui sont innervées. Et si vous n'avez pas une maturation du système nerveux central, le muscle ne peut pas s'exprimer pleinement, il ne peut pas fonctionner pleinement. Donc vous avez un aspect quantitatif qui est la croissance, et vous avez un aspect qualitatif qui est la maturation des systèmes biologiques, dont le système nerveux central, dont le système hormonal. Voilà. Et puis un muscle, lorsqu'il va grandir, lorsqu'il va prendre du volume, les fibres musculaires qui constituent le muscle aussi vont se différencier. On sait aujourd'hui que les enfants, avant leur puberté, ils ont beaucoup de fibres lentes, les fibres oxydatives qui sont endurantes et qui fonctionnent principalement à l'aide du métabolisme oxydatif, à l'aide du métabolisme aérobie. Et l'enfant, lui, prépubère, il a beaucoup de fibres lentes, donc résistantes à la fatigue. Mais lorsqu'il va grandir, lorsqu'il va subir la maturation, le phénomène de maturation, cette typologie qui est très très lente au départ, elle va se transformer en une typologie musculaire un petit peu plus rapide. Et là, du coup, lorsque l'enfant passe adolescent, et en quelque sorte, il va perdre de son potentiel oxydatif, de son potentiel de récupération. Lorsque vous voyez des jeunes faire des sprints répétés ou des sauts répétés, etc. Alors que lorsqu'ils sont prépubères, ça ne pose aucun problème parce que les enfants prépubères sont capables de bien récupérer à l'issue des efforts courts et intensifs. Mais lorsqu'ils subissent la puberté, une fois que l'enfant passe adolescent, l'adolescent, lui, récupère moins bien ses efforts intensifs et répétés. Donc il faut faire attention aussi à l'effet de la maturation sur l'activité du métabolisme et donc sur la manière de gérer les phases de récupération entre les courses, les sauts répétés et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on voit souvent des adolescents qui sont un petit peu plus gros ou moins dynamiques parce qu'ils ont un métabolisme qui s'est influencé avec la maturation. Donc lorsqu'on parle de développement, on parle à la fois de croissance et de maturation. Et ces deux phénomènes, en fait, ils peuvent survenir en même temps ou de façon asynchrone dans le temps. Et on peut avoir des jeunes qui ont le même âge chronologique, qui ont 12 ans par exemple, mais qui ont une maturation biologique qui diffère dans le temps. On peut avoir des enfants qui ont des écarts de maturation biologique de 4 à 5 ans, ce qui est considérable. Donc on verra un petit peu les conséquences en termes de gestion de la charge de travail, des intensités, de la récupération, etc. Alors vous voyez, on a ici sur cette figure-là, qui date des années 70, c'est les fameuses courbes de Scalone. Et vous voyez, vous avez l'évolution de quelques systèmes biologiques en fonction de l'âge chronologique. Et vous voyez en rouge ici, vous avez une maturation du système nerveux central. Alors, quand je parle du système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Et vous voyez que vous avez une maturation qui est très importante de ce système nerveux central jusqu'à l'âge de 14, 15 ans. Mais vous voyez que cette maturation, elle arrive à, on va dire, à pleine maturité à 20, voire 25 ans. Donc il faut un laps de temps pour que ce système nerveux central il puisse fonctionner pleinement. Alors quand je parle de maturation du système nerveux central, je parle de cette fameuse capacité à mobiliser les fibres musculaires ou les motoneurones ou les unités motrices. Donc recruter ces fameuses unités motrices et aussi synchroniser ces fameuses unités motrices. C'est ce qui va être à l'origine de la production de la force maximale,
totalement. Donc si vous avez vraiment en termes de programmation de l'activité physique ou des sports, en fait vous avez durant cette période de croissance, durant les premières années de la vie, il faut absolument que les enfants bougent, qu'ils découvrent un maximum d'activités, il faut absolument que ces enfants touchent un petit peu à tout, qu'ils fassent du multisport, du multi-activité, de manière à vraiment à solliciter pleinement ce système nerveux central. Donc, il faut leur proposer un maximum, beaucoup d'activités diverses et variées, de manière à pouvoir développer la motricité, les qualités motrices de base, les habiletés motrices de base qui sont fondamentales. Alors, je parle toujours de la coordination motrice, je parle de l'agilité, de l'adresse, de l'équilibre aussi qui conditionne beaucoup de choses, l'équilibre postural. Et donc il faut absolument solliciter l'enfant en lui proposant de nombreuses activités aussi diverses et variées. Le souci, c'est que l'enfant, lui, ne grandit pas de manière linéaire, c'est pas quelque chose de progressif et de linéaire. Vous avez, vous voyez, dans le développement d'un enfant, vous avez une phase rapide de croissance, qu'on appelle le pic de vélocité de croissance. Donc là, ici, vous avez la taille à gauche, et ici, vous avez la masse corporelle à droite. En rouge, vous avez chez la fille, et puis en bleu, chez le garçon. Et vous voyez que, aussi bien chez la fille que chez le garçon, vous avez un pic de croissance rapide, qui a lieu en moyenne à 12 ans chez la fille, et en moyenne à 14 ans chez le garçon. Donc vous avez déjà une différenciation sexuelle entre la fille et le garçon. Vous avez un décalage en moyenne de 2 ans. Le pic de croissance arrivant 2 ans plus tôt que celui du garçon. Et ensuite, regardez, vous avez l'amplitude. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le gain de taille en centimètres par an. Là, vous êtes à peu près à 7 cm par an, mais ça peut monter à plus de 10, voire 12 cm par an. Donc imaginez une fille qui est aux alentours de 12 ans, en très peu de temps, en une période courte, elle peut prendre 10 à 12 cm. Et ça a des conséquences importantes sur la coordination, sur la posture, l'équilibre, et ça peut être source de blessure si vous n'adoptez pas une préparation physique adaptée. On dit souvent, on ne doit pas faire de la musculation avant la puberté, c'est une aberration totale. Il faut arrêter de penser que la musculation a des effets délétères sur la croissance, etc. etc. Au contraire, si vous proposez du renforcement du musculaire ou une préparation athlétique adaptée, vous pouvez anticiper les blessures, vous pouvez anticiper des choses, vous pouvez prévenir finalement les blessures qui sont liées aux contraintes fonctionnelles de votre sport, de l'activité. Donc, alors imaginez là, durant cette période-là, donc le jeune il perd ses repères spatio-temporels, il y a tout qui se transforme, qui bouge, et des fois tout le travail que vous avez fait en amont en termes de coordination, etc., ça peut disparaître, tout simplement. Donc, avant, certes, il faut solliciter le système nerveux central, ça je vous l'ai dit, mais pendant ce pic de croissance rapide, il faut maintenir les qualités de coordination, d'agilité, d'adresse, d'équilibre, parce que tout se chamboule, tout se modifie à ce moment-là. Mais ça, c'est en moyenne. C'est en moyenne. C'est-à-dire que là, on est à 12 ans chez la fille et 14 ans chez le garçon. Il se peut très bien que chez la fille, chez une fille, on ait un pic de croissance qui arrive à 10 ans, comme à 14 ans. Et pareil chez le garçon, on peut avoir un pic de croissance à 11 ans chez le garçon, comme à 16 ou 17 ans. Donc vous voyez, c'est très compliqué parce qu'il faut absolument essayer, maintenant, de ne pas tenir seulement de l'âge chronologique, ça n'a pas de sens. Il faut absolument essayer d'estimer à quel moment le jeune il va grandir rapidement. Et aujourd'hui, on a des moyens très simples, à partir de mesures anthropométriques simples, taille debout, taille assise, poids, 3 mesures. Je reprends, taille debout, taille assise, poids. À partir de ces 3 mesures, on est capable, à partir d'équations de prédiction, on est capable d'estimer à quel moment l'enfant va subir son pic de croissance rapide. Voyez ? Et on peut estimer l'âge à ce pic de croissance rapide.
et le situer par rapport à son âge chronologique. C'est-à-dire qu'on peut prendre un enfant de, admettons, 10 ans, et on peut, à partir de ces 3 mesures, on peut essayer d'estimer à quel moment il va grandir rapidement. Voilà. Donc ça, c'est 2 outils qui sont utilisés par les Canadiens, par les Anglais, par les Anglo-Saxons depuis des années, et nous on a du mal à utiliser ces outils-là parce que, on ne les connaît pas forcément, mais il faut absolument maintenant essayer de les utiliser pour essayer d'accompagner votre programmation d'entraînement au cours du développement du jeu. Je vous les présenterai, on peut les trouver sur internet, vous faites ces 3 mesures, vous rentrez les valeurs, tac, et on vous donne, le logiciel vous donne à quel moment l'enfant va grandir vite et il va atteindre son pic de croissance rapide. Et après, vous pourrez programmer vos séances de préparation physique en fonction, non pas seulement de l'âge chronologique, mais en fonction de ce pic de croissance rapide. Alors, regardez ici, le gain de masse corporelle, il a lieu après le gain de taille. Si vous prenez par exemple le garçon en bleu, vous avez le pic de croissance rapide de la taille à 14 ans, vous voyez que le pic de croissance rapide de la masse corporelle, il a lieu à 16 ans à peu près. 15 ans et demi, 16 ans. C'est-à-dire, vous avez chez le garçon un décalage d'1 an et demi, 2 ans. Donc, il n'est pas rare de voir des garçons grandir très vite. Donc, ils seront très, très fins, hein, très longilignes. Mais ils ne seront pas développés. En tout cas, ils n'auront pas beaucoup de masse musculaire, puisque le gain de masse, il a lieu toujours 1 an et demi, voire 2 ans après le pic de croissance rapide de la taille. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, 2 ans, le jeune, il va être grand, mais il ne sera pas musclé. Donc imaginez les conséquences. Ça peut être des scolioses, hein, des kyphoses, des lordoses, des problèmes de dos. Alors quand ils sont amenés à sauter régulièrement, à se mouvoir dans tous les sens, à se plier à droite à gauche, là ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de la colonne vertébrale. Donc, vous voyez, quand je vous parle de renforcement musculaire, il faut en faire avant le pic de croissance rapide, mais aussi il faut en faire pendant et après, de manière à renforcer la musculature d'un jeune qui grandit très vite, 10-12 cm en peu de temps. Alors, pourquoi considérer ce pic de croissance rapide? Alors déjà, le premier point, c'est de considérer que les gains rapides de performance, quand un jeune il prend beaucoup de force, beaucoup de puissance, au moment de ce pic de croissance rapide, eh bien, ce n'est pas forcément lié à l'entraînement que vous proposez. Des fois on dit, ah, super, mon entraînement il est bénéfique, le niveau de puissance, de force de mon jeune il a augmenté, mais c'est peut-être purement lié seulement à sa croissance. Donc différenciez bien l'effet du développement, de la croissance et de la maturation, de l'effet de l'entraînement. Donc là, il faut... Alors c'est simple ce que je dis, mais des fois on n'y pense pas. Hein. On se dit, ah... Donc, il faut bien différencier les deux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'analyser plus justement les performances entre 2 enfants de même âge chronologique. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, la maturation biologique, elle peut être décalée de 2, 3, voire 4, voire 5 ans, entre 2 jeunes qui pourtant sont nés la même année ou ont la même date de naissance. Hein. Alors celui qui a un pic de croissance rapide très tôt, forcément il va se développer plus tôt, il va être physiquement plus fort, éventuellement cognitivement plus avancé aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire par réflexe? On va se dire, ben celui-là, il est très bon. Sauf que, tout simplement, il a une maturation qui est plus précoce. Donc attention à ne pas vous tromper. On s'aperçoit aujourd'hui que dans les pôles, dans les sélections, ben, on retient ceux qui ont une précocité ou qui ont une maturation plus avancée, plus précoce. Attention dans les sélections. On se rend compte que maintenant dans les sélections, eh ben, on a tendance à privilégier ces jeunes à maturité précoce. Donc faire attention aussi, d'où l'intérêt en quelque sorte d'estimer l'outil que je viens de vous parler pour essayer de quantifier le niveau de maturation biologique du jeune. Du coup, il faut absolument... Alors, en plus, on se rend compte que ceux qui sont sélectionnés, c'est ceux qui sont nés durant le premier semestre de l'année. Entre janvier et avril, mai, ben, généralement, c'est ceux qui se retrouvent dans les sélections.
Donc regardez bien les dates de naissance de ceux qui sont retenus. Voilà. Et du coup, on a tendance à délaisser ceux qui sont nés en fin d'année. Vous voyez ? Alors vous avez l'exemple toujours de jumeaux. Il suffit qu'il y en ait un qui soit né le 31 décembre à 23h55 et l'autre qui soit né le 1er janvier à minuit 5. Il y a 10 minutes de décalage, sauf que eh ben, ils ne sont peut-être pas forcément dans la même catégorie. Il y en a un qui peut se retrouver en benjamin comme l'autre en minime. Donc attention aussi à cela, à ce problème de l'effet de l'âge relatif. Et généralement, ceux qui ont un âge relatif élevé, c'est-à-dire ceux qui sont nés en début d'année, ben, ils sont plus développés, ils produisent de meilleures performances, ils sont sélectionnés et ils bénéficient de meilleures mesures d'encouragement, de feedback positif. Et là, après, c'est un cercle plutôt positif. Alors que c'est tout le contraire, celui qui est né plutôt en fin d'année, où là, ça peut amener à l'abandon de l'activité. Donc, regardez bien les dates de naissance. Ensuite, ça peut permettre de réduire la charge d'entraînement juste avant le pic de croissance rapide. Je vous disais que c'est une phase critique de blessure. Si vous estimez cet âge au pic de croissance rapide, vous pourrez mieux gérer la charge d'entraînement, la charge de travail. Voilà. Au lieu d'augmenter la quantité, le volume, ben, il va peut-être falloir privilégier la qualité de votre travail. Alors ça passe par les postures, par l'efficacité du geste, etc., etc. Alors, il y a un phénomène aussi que je ne vous ai pas parlé, c'est ça. C'est-à-dire que là, ici vous avez l'exemple d'une fille. Donc là, vous avez la vitesse de croissance de la taille en centimètres par an. Là, 12 ans, donc en moyenne chez la fille. Et ici, vous avez ce qui se passe au niveau des membres inférieurs et ce qui se passe au niveau du tronc. Et un enfant, quand il grandit tout d'abord par les jambes. Donc il a un pic de croissance rapide des jambes qui a lieu à peu près 6 mois avant le pic de croissance rapide de la taille. Et ensuite, une fois qu'il a grandi par les jambes et par les bras, il va grandir par le tronc. Et donc il aura un pic de croissance rapide du tronc dans les 4 mois qui suivent le pic de croissance rapide de la taille. Donc vous avez, vous voyez, un décalage entre l'augmentation des jambes et l'augmentation du tronc. Alors ça a plusieurs conséquences, c'est-à-dire que ça chamboule le schéma corporel. Donc le jeune, lui, perd ses repères spatio-temporels, donc il peut être amené à se décoordonner. Et ensuite, ça a des conséquences aussi au niveau des blessures, et notamment au niveau des pathologies de croissance. Vous avez tous entendu parler, je pense, de la maladie de Sever au niveau du talon, la maladie d'Osgood-Schlatter au niveau de la tubérosité tibiale, donc juste ici. Et donc imaginez un jeune qui grandit très vite par les membres inférieurs, le système musculaire ou le système tendineux, le système musculo-tendineux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en tension. Vous voyez, l'os il augmente en longueur, la diaphyse de l'os s'allonge, mais le système musculo-tendineux, lui, se met en tension. Et donc, ça va créer des tensions au niveau des points d'attache des tendons sur les os. Donc, si on prend, par exemple, la pathologie, la maladie d'Osgood, vous voyez, il y aura une tension importante au niveau du point d'attache du tendon rotulien sur le haut du tibia, au niveau de la tubérosité tibiale. Seulement, l'os, c'est du cartilage, c'est du plâtre qui est complètement friable. Et donc, si vous tirez de trop sur du cartilage, sur du plâtre, ça s'effrite. Et là, c'est des micro-fissures osseuses. Vous voyez, donc là, pathologie d'Osgood-Schlatter. Et c'est la même chose au niveau du calcanéum. Vous avez, pareil, une tension excessive au niveau du point d'attache du tendon rotulien, du tendon d'Achille, sur le calcanéum. Donc là, pareil, ça peut être une micro-fissure osseuse au niveau de l'os du talon. Donc attention à ça, notamment sur des jeunes qui sont amenés à répéter des sauts. C'est dans le cas du volleyball, où on peut avoir, je ne sais pas quelle est la prévalence
dans le volleyball, s'il y en a qui connaissent, mais en tout cas, à mon avis, la maladie sévère, il y en a un paquet qui doivent en souffrir. Donc attention à la qualité des chaussures, à la qualité des sauts, etc. Et puis au nombre de sauts, à la hauteur des sauts que vous proposez à l'entraînement, puisque vous pouvez blesser assez facilement un jeune qui est en pleine phase de croissance. Donc attention, si vous estimez, voilà, si vous estimez ce pic de croissance rapide, vous pouvez anticiper cela en essayant peut-être de réduire le nombre de sauts, la hauteur des sauts, et travailler peut-être plus en qualité qu'en quantité. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes, en fait, ils ont une dorsiflexion qui est limitée. C'est-à-dire que lorsque on leur demande de ramener leur pointe de pied sur la jambe, ben, il y a moins de 10 degrés de flexion dorsale du pied. Ce qui fait que, quelle est la conséquence? Ben, ça veut dire que sur des réceptions de saut, il y a plus de flexion au niveau du genou. Et s'il y a plus de flexion au niveau du genou, il y a plus de tension au niveau du point d'attache du tendon rotulien sur la tuberose tibiale. Et donc ça peut être aussi une augmentation de la maladie d'Osgood. Donc les jeunes, il y a des jeunes qui sont touchés par les deux, par la sévère et par la maladie d'Osgood. Donc si vous voulez augmenter la flexion dorsale du pied et éviter trop de flexion au niveau du genou, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour augmenter la flexion dorsale du pied, il faut faire des étirements. Étirements du triceps sural, c'est incontournable. Aujourd'hui, dans les séances d'entraînement, je sais pas, en tout cas, moi, de ce que je peux observer, on réduit de plus en plus les phases d'étirement chez les jeunes, alors que c'est indispensable. Si vous voulez éviter trop de tension ici ou là, eh bien, avant ce pic de croissance rapide, il faut étirer. Voilà. Et puis aussi, il faut étirer aussi durant cette phase de croissance. Il faut y aller doucement, mais il faut étirer pour garder une certaine capacité de distension du système musculo-tendineux. C'est important. Et éviter ces fameuses tensions. Donc les étirements sont indispensables chez les jeunes et chez les enfants et les adolescents. C'est incontournable. Alors chez l'adulte, l'os il est solide, il a fini de solidifier. Quand ça lâche, c'est au niveau du tendon. Chez l'enfant, les enfants avant leur puberté, ils ont une compliance tendineuse qui est très très importante. C'est-à-dire que leurs tendons sont capables de se distendre beaucoup. Ils ont une compliance énorme. Donc du coup, il y a très peu de blessures au niveau du tendon chez les jeunes, il y a très peu de tendinite. Par contre, il y a ces fameuses micro-fissures, ces ostéochondroses, Osgood ou sévère notamment, ou panaire au niveau du coude, enfin, il y en a des tas. Et du coup, voilà, si on intensifie le travail au moment du pic de croissance rapide, alors ça c'est chez les jeunes footballeurs, vous voyez, ça c'est le nombre de jours manqués à l'entraînement, vous voyez que ça augmente pendant le PVC, et puis après ça diminue après le PVC. Mais en tout cas, le message fort, c'est vraiment de travailler qualité et non pas quantité durant cette phase de croissance rapide. Soit vous faites des séances d'étirement de façon isolée, ou soit vous les faites après l'entraînement. Vous attendez à peu près une dizaine de minutes, un quart d'heure pour le relâchement, et puis après vous faites une séance de 15 minutes, 20 minutes si vous avez le temps, pour assurer ces fameux étirements. Mais c'est vrai qu'après c'est toujours une question de temps, je comprends. Et après ça peut être des séances faites un petit peu de façon à part, en dehors du cadre d'entraînement. Il y a des choses aussi qu'on connaît maintenant, c'est que, regardez ici, c'est l'évolution du rapport avant-bras, taille. Ici, vous avez chez la fille, et ici, chez le garçon. Et on s'aperçoit, alors ici, vous avez le pic de croissance rapide, donc là, on est à plus 1, plus 2, plus 3 années après le pic de croissance, et là, on est à moins 1, moins 2 et moins 3 avant le pic de croissance rapide. Et vous voyez que chez la fille, la longueur de l'avant-bras par rapport à la taille augmente considérablement après son pic de croissance. C'est-à-dire qu'après 12 ans, là on est à 13 ans, 14, 15 ans chez la fille, vous voyez que la longueur de l'avant-bras est beaucoup plus importante que la taille, que l'augmentation de la taille. Ce qui fait que là, ça peut poser des problèmes en termes de coordination aussi. Je ne sais pas si au quotidien, dans les sessions d'entraînement, il y a des filles, après leur pic de croissance rapide, elles frappent moins bien, ou elles sont moins bien coordonnées au service. En tout cas, ça peut créer un chamboulement dans la prise de repères spatio-temporels. Voyez. Alors que chez le garçon, ici, ce ratio, en fait, il reste relativement constant.
Et là, ici, vous avez l'avant-bras par rapport au tronc. Ben là, c'est pareil, on retrouve la fille ici, mais chez le garçon, ça baisse. Donc voilà, l'avant-bras par rapport au tronc. Donc il y a, pareil, des variations en termes de longueur entre les membres supérieurs, le tronc, etc. Donc c'est compliqué, hein. Cette phase dynamique, elle est très compliquée. On peut avoir des quadriceps en fait qui deviennent plus forts, mais qui deviennent plus courts, par rapport à des ischio-jambiers qui s'allongent, hein, qui s'étirent. C'est-à-dire qu'au moment de la croissance, le jeune peut avoir une force au niveau du quadriceps qui se développe plus que celle des ischio-jambiers. Donc lorsque vous avez un raccourcissement des quadriceps et un allongement des ischio-jambiers, vous voyez, vous avez un bassin qui va basculer vers l'avant. Vous allez avoir une antéversion du bassin et donc une lordose, une hyperlordose lombaire. Donc attention, en fait, quand le jeune est amené à grandir et à faire beaucoup de séances en semaine, attention à bien étirer les quadriceps de manière à respecter l'équilibre du bassin et donc à éviter l'antéversion et à donc absolument avoir un bassin en rétroversion de manière à éviter l'hyperlordose lombaire. Parce que si un jeune est en hyperlordose, ça peut être des lombalgies qui sont aussi symptomatiques, hein, c'est-à-dire sans douleur. Il y a une altération des disques, mais peut-être sans douleur au départ, mais qui peut devenir douloureuse une fois que le jeune il grandit et qu'il arrête son activité. Donc les problèmes de dos, ils existent chez les jeunes au niveau des lombaires, mais ça peut être des douleurs qui sont pas véritablement ressenties. Donc vous voyez, les étirements ont toute l'importance aussi pour l'équilibre du bassin. Ensuite, lorsque vous faites des tests de souplesse, on demande souvent aux jeunes d'amener les mains au niveau du sol ou de se mettre en position assise. Là, vous avez l'exemple d'un flexomètre. Hein. L'idée, c'est de pouvoir pousser une petite réglette, jambes tendues, voyez, et d'amener la petite réglette le plus loin possible. Et donc, c'est un test qui permet de mesurer le degré de souplesse d'un jeune ou d'un sportif. Le problème, c'est lorsque vous proposez ça à un adolescent ou à un enfant. Je vous ai dit tout à l'heure que l'enfant il grandit d'abord par les jambes et puis par le tronc. Donc il peut très bien pousser la réglette ou amener plus facilement les mains au sol, tout simplement parce qu'il aura grandi du tronc. Donc attention aussi à bien différencier l'effet de votre programme d'étirement de l'effet de la croissance. Donc c'est pareil, faites attention à ça. Ici à l'écran vous avez Vmax. Alors Vmax c'est la capacité oxydative du muscle. La capacité du muscle à pouvoir oxyder les glucides, les lipides que l'organisme apporte. Et cette capacité oxydative du muscle, elle conditionne le développement de la fatigue et la récupération. Un jeune qui a une capacité oxydative du muscle très très élevée, très développée, c'est un jeune qui va pouvoir être très résistant à la fatigue, notamment sur les efforts intenses et répétés. Et puis c'est un jeune qui va pouvoir récupérer très vite. Lorsqu'on fait la préparation physique de base en début de saison, lorsqu'on fait du footing, des sorties VTT, enfin du foncier, c'est tout simplement pour augmenter cette capacité oxydative du muscle et donc essayer d'être résistant à la fatigue et de bien récupérer à l'issue des efforts intensifs. Et cette capacité oxydative du muscle, vous voyez qu'elle est très très élevée avant le pic de puberté. Ici, à 6-12 ans, vous voyez que les enfants, ils ont une capacité oxydative qui est très 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 élevée. Et par contre, quand un jeune devient adulte, vous voyez ici, on a une baisse considérable de cette capacité oxydative. Et donc, il y a un effet délétère de la puberté sur cette qualité métabolique. Et après, au cours du vieillissement, malheureusement, cette capacité oxydative, elle diminue de façon progressive. Mais la plus forte baisse, elle a lieu au moment de la puberté. Donc vous avez tout intérêt, lorsque le jeune est au niveau de ce pic de croissance, vous avez tout intérêt à proposer de l'aérobie, et du foncier, de manière à préserver cette capacité oxydative, à préserver cette capacité de récupération et à retarder l'apparition de la fatigue, et notamment sur l'intermittent. Ça c'est propre à toute activité intermittente, que ce soit du basket, du volley, du foot, voilà. Si un jeune veut être performant, répéter des efforts intensifs, il lui faut absolument un bon potentiel oxydatif au niveau de ses muscles. C'est incontournable, indispensable. On croit souvent que voilà,
Pour les efforts intensifs, c'est purement une question de puissance musculaire. Ok, mais il n'y a pas que. Il faut récupérer entre chaque effort. Et pour pouvoir reproduire de la puissance ou de la force, il faut de la phosphocréatine. La phosphocréatine, c'est un substrat qui est dans le muscle et qui est directement utilisable par le muscle. Sans phosphocréatine, on ne pourra pas reproduire de l'énergie, on ne pourra pas reproduire de l'ATP, et le muscle ne pourra pas reproduire de la puissance ou de la force. Et cette phosphocréatine, si vous voulez la reformer, il vous faut de l'oxygène. Voilà, c'est l'énergie d'origine oxydative qui permet de reformer la phosphocréatine et de reconstituer la puissance. Mais oui. Cette puissance oxydative là, est-ce qu'elle est en rapport direct avec la VO2 par exemple, dont on parle aussi? Alors là je parle, alors c'est une bonne remarque, je parle uniquement du muscle en fait, du pouvoir oxydatif du muscle. La VO2 max par exemple, c'est à la fois, c'est à la fois musculaire et c'est à la fois cardiaque. Là on est lié quand même. Oui, parce que ceux qui ont une bonne VO2 max, c'est ceux qui ont un bon débit cardiaque maximal, une bonne fonction cardiaque, et aussi c'est ceux qui ont une bonne capacité à prélever et à utiliser l'oxygène par le muscle. Ouais. Donc comme les enfants souvent, enfin les enfants ou ados ou pré-ados n'aiment pas courir long, oui. Est-ce qu'il est plus intéressant à votre avis de faire tous les exercices type 30-30 dont on parle beaucoup pour accéder pour améliorer ce processus oxydatif? Alors oui, la question oui, mais avant toute chose, c'est vrai que quand on fait de l'intermittent comme ça, on fait du court-court, alors ça peut être du 30-30, ça peut être du 10-10, du 20-20. Quand on fait du court-court, alors du 10-10, c'est par exemple 10 courses de 10 secondes avec 10 secondes de pause entre les courses. Le 20-20, c'est la même chose, ça peut être 10 courses de 20 secondes avec 20 secondes de pause entre les courses. Lorsqu'on fait du 10-10 ou du 20-20, généralement on est sur des intensités dites supramaximales au-delà de la VMA, au-delà de la vitesse maximale aérobie, on est entre 100 et 130% de la VMA. Donc plus on est court, on peut intensifier. Quand on fait du 30-30, on est plus sur des intensités à VMA. Alors, le problème, c'est lorsqu'on est sur des intensités élevées quand même, au-delà de la VMA, il faut avoir une bonne endurance quand même de base, une bonne endurance fondamentale. Il faut quand même que le jeune soit capable de faire des 15 minutes, 20 minutes sans s'arrêter. Parce qu'après, c'est vrai que sans sur l'intermittent que sur des efforts modérés prolongés. Parce qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il en a ras-le-bol, il veut s'arrêter, il se cache derrière les arbres. Donc vaut mieux peut-être des fois faire de l'intermittent, court, du 10-10, voilà, et pas hésiter à aller sur des intensités au-delà de la VMA. Alors qu'il a plus des fibres musculaires adaptées à des 15-25 minutes. Alors qu'il a un métabolisme complètement, il a un métabolisme oxydatif qui est très adapté. Le problème, c'est qu'il a des petites jambes, il n'est pas coordonné, il a des capacités de rebond qui ne sont pas très bonnes. C'est-à-dire que, comme je vous disais, le système tendineux il est tellement compliant que c'est comme un sando. Un sando, s'il n'a pas ses capacités de restitution d'énergie élastique, le renvoi ne sera pas bon. Donc en fait, en termes de qualité motrice, en fait, l'enfant il n'est pas très bon. Mais au niveau métabolique, par contre, c'est un véritable diesel. Nous, quand on s'est mis à comparer le métabolisme oxydatif d'un jeune enfant prépubère à celui d'un athlète adulte très très bien entraîné en endurance, ils ont le même profil. Donc l'enfant a une machinerie aérobie exceptionnelle qui vaut largement celle d'un athlète de haut niveau bien entraîné en endurance. Mais ça, c'est purement métabolique. Sur un plan moteur, après, c'est différent. Voilà. Mais oui, c'est une bonne remarque. L'intermittent, ça reflète la spontanéité naturelle d'un enfant qui, lui, voilà, il court, il s'arrête, c'est vraiment... il est plus sur ce profil-là d'activité physique. Voilà, donc attention à là. Là, vous avez intérêt à privilégier la récupération quand même, de manière à ce que le jeune puisse être opérationnel sur la suite de ses efforts intensifs. Mais l'idée, c'est de maintenir ce potentiel oxydatif au moment de la puberté. Alors vous voyez, ici, vous avez, je vous parlais de typologie musculaire, je parlais de phénotype musculaire. Là, vous avez le pourcentage de fibres lentes, de fibres oxydatives. Un enfant de 10 ans, 5-10 ans, vous voyez, on est à peu près à 70% de fibres lentes.
c'est énorme, hein. C'est énorme, c'est comme un sportif de haut niveau entraînant l'endurance. Martin Fourcade, il a 70% de fibre lente. Voilà, donc, et après, ça diminue au cours du développement. Alors après, il y a d'autres, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais au niveau enzymatique aussi, là, ici, c'est une enzyme qui... une enzyme oxydative, on appelle la succinate déshydrogénase. C'est une enzyme qu'on retrouve dans le cycle de Krebs. C'est une enzyme qui intervient dans la production d'énergie d'origine aérobie. Et donc, vous voyez que l'enfant prépubère, il a une activité oxydative de cette enzyme qui est très élevée par rapport à celle d'un adulte non entraîné. Donc on a une baisse au cours du développement. Mais si vous comparez des adultes entraînant l'endurance par rapport à des enfants prépubères, vous voyez que l'activité de cette enzyme oxydative, elle est la même. Ouais, un argument supplémentaire qui vous montre clairement que l'enfant a un métabolisme oxydatif qui est équivalent à celui d'un athlète de haut niveau entraîné en endurance. Voilà. La GARC a cette baisse-là qui est malheureuse. Bon, je vais passer... Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de phosphocréatine. Ici, vous avez l'enfant prépubère. Ça, c'est le temps nécessaire pour reformer la moitié des réserves en phosphocréatine. Ben, un enfant, en 12 secondes, il a récupéré la moitié de ses stocks, de ses réserves. Un adulte lambda, vous voyez, c'est 2 fois plus, hein, plus de 25 secondes. Un senior, ben, c'est encore plus. Et un athlète entraînant l'endurance, c'est comme l'enfant prépubère. Voilà. Ils mettent le même temps, une douzaine de secondes, pour reformer la moitié des stocks. Et donc, ils sont capables très vite de reproduire de la puissance et de la force. Vous voyez, alors un autre exemple, vous faites faire un effort de 30 secondes à bloc à un enfant prépubère et à un adulte. Regardez, en l'espace de 2 minutes, après ces 30 secondes d'efforts maximaux, après 2 minutes, l'enfant il récupère sa puissance. Alors que l'adulte, lui, il lui faut, vous voyez, 10 minutes, 5 fois plus de temps. Donc en fait, on ne peut pas rivaliser face à un jeune prépubère, c'est pas possible. Il nous met à terre. S'il y a des parents parmi vous, vous comprendrez pourquoi vous avez du mal à coucher vos enfants le soir après une longue journée. Voilà. Voilà, et même pour finir sur cette question-là ici. Alors, moi j'avais proposé des séries de sprints de 10 secondes. Alors 10 sprints de 10 secondes avec 30 secondes de pause entre les sprints. Donc là on est en plein lactique. Hein. 10 fois 10 secondes, ça fait une 40 d'efforts à bloc. Donc en plein lactique. Vous voyez, regardez, on a mesuré la puissance produite au cours de chaque sprint. Ben, c'est le calme plat chez l'enfant. Hein. L'enfant il produit moins de puissance, mais il est capable de la réitérer facilement au cours de la série. Alors qu'un adolescent de 14-15 ans, garçon, ben, on aura une perte de puissance de 20%. Et nous, en tant qu'adultes, on aura une perte de puissance de 29%. En fait, vous voyez, même en proposant des efforts mais hyper intensifs, l'enfant, lui, il est inépuisable, inarrêtable, et je dirais même infatigable. Voilà. Combien d'enfants? Je le sais au quotidien, j'ai 2 filles, j'ai du mal. Voilà. Alors, en termes de fréquence cardiaque, c'est pareil. Si vous mesurez, alors on parlait du muscle, mais au niveau cardiaque, c'est pareil. Au niveau cardiaque, là, on a fait faire un effort de 30 secondes à bloc, en plein lactique. Et regardez ici, là, ici c'est les enfants. Là, c'est la phase de récupération. Là, vous avez les enfants. Vous avez les athlètes de haut niveau, très bien entraînés en endurance. Et là, vous avez les adultes lambda. Regardez les enfants. Vous voyez ? En quelques minutes, en 2 minutes, ils ont récupéré 80% de leur fréquence cardiaque. 80% en 2 minutes. Là, les athlètes entraînés en endurance, 60% de récupération, et l'adulte lambda, 40% de récupération. Vous voyez, donc au niveau cardiaque, c'est pareil. L'enfant, lui, il a une capacité à baisser sa fréquence cardiaque qui est incroyable. Et on est en train d'étudier la chose. On pense que c'est lié à une meilleure réactivation du système nerveux autonome, le parasympathique, c'est-à-dire celui qui va freiner la fréquence cardiaque. Vous avez un système nerveux qui est complètement involontaire, qui est réflexe, qui est autonome,
Et durant la récupération, l'enfant, lui, il réactive son système nerveux parasympathique plus efficacement qu'un adulte. Donc en fait, il tire sur le frein à main très vite, et hop, sa fréquence cardiaque, elle baisse en quelques minutes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc ça nous avait valu pas mal de presse l'an dernier. Voilà, donc ça a été un truc sympathique. Alors ensuite, au niveau de la force. Au niveau de la force, tout à l'heure je vous parlais de ce décalage entre le pic de croissance rapide de la taille et le pic de croissance rapide de la masse. Donc attention, voilà, à ces colonnes vertébrales qui grandissent, qui s'allongent très vite, mais qui sont très peu maintenues. Donc d'où l'intérêt de faire du renforcement musculaire et du gainage, le gainage corporel, le gainage indispensable chez les jeunes, que ce soit du gainage vertical, horizontal. Il faut faire les deux. Et puis il ne faut surtout pas hésiter, voilà, à faire du renforcement au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des lombaires, des fessiers, etc. Il faut en faire en permanence. Il faut protéger la colonne vertébrale. Donc le renforcement musculaire, c'est incontournable, indispensable. Et regardez au niveau maintenant du rapport de force entre les quadriceps et les ischio-jambiers. Généralement, les quadriceps sont plus forts que les ischio-jambiers. Et généralement, on a des quadriceps qui sont 1,5, alors chez les jeunes, 1,5 plus fort que les ischio-jambiers. Ce qui fait qu'on a un rapport, vous voyez, de 1,5 entre la force des quadriceps et la force des ischio-jambiers. Et ce rapport-là, en fait, chez les garçons, en bleu, entre des prépubères et des post-pubères, donc là c'est 10 ans et 15 ans, vous voyez, on a un rapport qui reste relativement stable chez les garçons, à peu près équilibré. Maintenant, chez la fille, le problème, chez la fille prépubère, donc 11 ans versus post-pubère 15 ans, vous voyez que ce rapport, il augmente, c'est-à-dire que chez les filles, les quadriceps deviennent 2 fois plus forts que les ischio-jambiers. Et donc, il y a un déséquilibre de force entre les muscles agonistes, c'est-à-dire les quadriceps, et les muscles antagonistes, les ischio-jambiers. Et le problème, si vous avez un déséquilibre de force entre les agonistes et les antagonistes, votre genou, il n'est pas très bien tenu. Il n'y a pas beaucoup de stabilité au niveau du genou. Alors c'est un problème. Dans les sauts, je pense que vous y êtes confrontés. Alors le problème, lorsqu'on a un rapport de force qui n'est pas très bien équilibré chez la fille, lorsque vous avez une faiblesse au niveau du moyen petit fessier, c'est-à-dire au niveau des abducteurs de la hanche, ben, que fait la cuisse? Ben, elle rentre vers l'intérieur. Les genoux, ben, ils rentrent l'un sur l'autre. On se retrouve en valgus dynamique. Et les pieds se retrouvent en éversion. La plante des pieds est tournée vers l'extérieur. Donc, déséquilibre de force entre les quadriceps et les ischio-jambiers et surtout faiblesse musculaire au niveau des abducteurs de la hanche. Et là, des genoux qui rentrent l'un sur l'autre avec des pieds en éversion, ben, c'est des mauvaises réceptions et ça peut être source de rupture des ligaments croisés antérieurs ou rupture des ligaments collatéraux internes. Voilà. Donc quel est le réflexe là? Ici, qu'est-ce qu'il faut travailler? Les abducteurs de la hanche, petits et moyens fessiers. Pareil, musculation, renforcement musculaire. Et puis aussi, il faut aussi apprendre aux jeunes à bien sauter, à bien se réceptionner, mais ça vous le faites tout le temps. Mais ça c'est quelque chose d'incontournable. Hein, l'alignement, on parlait d'alignement tout à l'heure, c'est incontournable chez les jeunes. Si ils se retrouvent à se réceptionner sur un pied et pas deux, à des pieds en éversion, là ça peut être un véritable problème. Et regardez, je suis passé rapidement tout à l'heure, mais sachez que lorsqu'un jeune grandit, il grandit essentiellement au niveau du genou. Vous avez une croissance importante, vous voyez, sur le bas du fémur, 40%, et une croissance importante sur le haut du tibia. C'est-à-dire toute la croissance, en fait, elle a lieu essentiellement autour du genou. Vous voyez, si on fait le cumul des deux, 40% plus 27%, ça fait 67%, ça fait 2 tiers de croissance au niveau du genou contre 1 tiers de croissance sur le reste. Donc ici, c'est une période aussi sensible. Donc s'il y a des genoux qui ne sont pas stabilisés par faiblesse musculaire ou par décompensation musculaire, là aussi, c'est problématique au niveau articulaire.
voilà, à des genoux instables en phase dynamique. Donc d'où l'intérêt voilà, d'apprendre à correctement. Hein. Alors ça peut être sur des exercices très simples. Hein. Là ici, faire ça avec un enfant, apprendre à pousser dans l'axe, voilà, et à descendre dans l'axe tranquillement, doucement, dans un premier temps. Voilà. Contrôle au niveau du genou, stabilité au niveau du genou, et après vous pouvez faire ça avec côté droit, côté gauche, avec des barres sur les épaules. Mais c'est des choses toutes simples, très très simples. Ça peut être aussi un travail excentrique à poids de corps aussi. On dit souvent l'excentrique, il ne faut pas en faire. L'excentrique, c'est lorsque le muscle se retrouve en étirement. Là, on peut aussi, voilà, sur la descente aussi, tranquillement, contrôler la descente. Voilà. C'est le poids de corps. Le poids de corps suffit, c'est pas la peine d'aller dans une salle de musculation avec des charges additionnelles. Le poids de corps suffit. Mais surtout le contrôle postural, c'est essentiel. Alors ça peut passer voilà, par du travail de proprioception, l'équilibre. Alors l'équilibre, hein, quand je parle de gainage, l'équilibre hein, conditionne fortement la stabilité, donc et la stabilité articulaire. Donc, mais il faut aussi de la mobilité. Donc c'est toujours la question entre la stabilité et la mobilité au niveau des articulations. Alors, mais bon, il faut essayer quand même de travailler cette stabilité sur des blocs, des blocs un peu instables, voilà, de mousse. Alors sur une jambe, droite, gauche, les yeux ouverts, les yeux fermés. Il faut jouer un petit peu sur. Faut que ça soit ludique hein, chez les jeunes. Hein. Il faut qu'ils s'amusent. Hein. C'est incontournable. Hein. Sinon on les perd très vite. Donc il y a le jeu. Et puis aussi la relation entraîneur-entraîné, c'est incontournable. Les jeunes, hein, ils changent souvent d'activité, enfin souvent. Ils peuvent être amenés à changer d'activité parce que la relation n'est pas forcément très bonne entre l'encadrant et puis le jeune. Donc voilà, donc le gainage, il conditionne fortement l'équilibre du corps, il permet dans une situation dynamique d'optimiser la vitesse de déplacement, les changements de direction, les accélérations, les décélérations. Respecter l'alignement du corps sur les situations de frappe, de lancer, de réception. Donc ça vous concerne beaucoup. Donc ça peut être des exemples voilà, d'opposition comme cela avec un medicine ball. Ça peut être des jeux de la brouette, mais attention au creux du dos, à éviter. Vous voyez, des montées de bloc aussi, éviter, donc contrôler les petites oscillations latérales du genou et des épaules. Restez bien dans l'axe. Bon, il y a des tas de jeux qu'on peut proposer sur. Alors ça, c'est pas évident. Hein. Il faut quand même un peu d'expérience pour rester en équilibre. Quand j'ai pris la photo, j'ai mis le tapis bleu devant quand même. Ouais, c'est pas évident. Après, vous devez connaître le livre d'Olivier Morelli hein, sur le gainage, excellent livre aussi qui vous propose toute une série d'exercices chez les enfants et les adolescents. Je le conseille. Alors, celui-ci ou non? Alors, le livre d'Olivier Morelli, avec, alors je ne connais plus ces deux confrères. Olivier, vous le connaissez? Ben voilà, c'est celui-là, là. Voilà, c'est celui-ci. Olivier Morelli, Bruno Parietti et Michel Pradet, référent de la préparation physique. Donc là, celui-là, vous pouvez le trouver assez facilement. Et ça, c'est pour les enfants aussi? Alors, adultes et enfants. Il y a une partie chez les enfants, il y a un chapitre chez les enfants. Sinon, après, je vous conseille mon livre. Il est là. Voilà. Il y a des aussi le livre d'Olivier Poli aussi, hein, bien sûr. Chez Amphora, je fais un peu de pub chez Amphora. Voilà. Alors, alors, le renforcement musculaire, on a souvent pensé qu'on ne pouvait pas augmenter la force chez les jeunes avant leur puberté. Parce qu'on pensait que le jeune n'avait pas le matériel hormonal pour hypertrophier le muscle, pour augmenter la masse et le volume du muscle. Et donc, seulement, on peut très bien augmenter la force d'un muscle sans augmenter son volume. Comment on fait? Alors, moi, je dis,
Exactement, c'est-à-dire qu'en mobilisant le système nerveux central, c'est-à-dire en recrutant et en synchronisant mieux les fibres musculaires qui sont innervées, hein, les motoneurones. Donc, l'enfant, lui, peut augmenter son niveau de force de 15-20% facilement, en l'espace de quelques semaines, en jouant sur ce système nerveux central. Voilà. Après une période d'entraînement, l'enfant, il est capable de mieux recruter, de mieux mobiliser ces fameuses fibres musculaires innervées et de mieux les synchroniser. C'est comme une voiture qui tombe en panne. Est-ce qu'il sera plus facile de pousser la voiture à 10 ou à 2? Ça dépend. Ça dépend. Alors, la réponse est oui, on va pousser la voiture mieux à 10 qu'à 2. Mais si les 10 ne poussent pas en même temps, et que les 2 poussent en même temps, vous voyez? Donc, c'est bien de recruter plus, mais aussi, il faut synchroniser. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui sont recrutées, il faut qu'elles poussent en même temps, qu'elles soient bien synchronisées. Voilà. Et tout ça, donc ce meilleur recrutement et cette meilleure synchronisation, en fait, fait que l'enfant sera plus fort, malgré le fait qu'il n'ait pas pris de masse ou de volume. Voilà. Donc avant la puberté, l'enfant prend très peu de masse, mais il est capable de mieux recruter, de mieux synchroniser des fameuses fibres musculaires innervées, ces motoneurones. Le recrutement et la synchronisation, parce que c'est des exercices. Oui, alors, bien sûr. Et par contre, du coup, chez le jeune, on travaille de force, c'est peut-être. Est-ce que ça peut être quand même trop risqué? Apparemment, on ne fait pas de travail de force quand on est chez le jeune, mais chez l'adulte, on le fait avec des charges lourdes, faire des répétitions. Alors, chez les jeunes, si vous faites si vous êtes dans une salle avec des appareils, déjà, il faut bien les placer, il faut qu'ils apprennent bien le geste, etc. Donc ça, on fait ça avec aucune charge, hein. Juste, on contrôle bien le geste. Mais maintenant, avec 50% ou 60% d'une RM, d'une répétition maximale, si vous proposez 10 à 12 répétitions, vous faites 3 séries avec 3 minutes de récupération entre les séries, avec des charges comme ça modérées, pas trop lourdes, on peut développer assez facilement la force maximale. Donc c'est pas la peine d'aller sur des intensités très élevées, surtout pas. Au départ, vous êtes à 50%, et après, au fur et à mesure, lorsque l'enfant il passe du débutant à confirmé et expert, après vous pourrez augmenter le niveau de charge. C'est quoi le lié? C'est tension? Pardon? C'est tension du muscle? C'est quoi le lié principal pour la force? C'est surtout la coordination. Alors la coordination intramusculaire, c'est-à-dire meilleur recrutement et synchronisation des unités motrices, mais c'est aussi coordination intermusculaire. Le intra, c'est le recrutement, synchronisation des unités motrices. La coordination intermusculaire, c'est le recrutement entre les muscles. Donc du coup, alors pour le coup, coup de pression. 5 minutes, ouais, je suis bavard. Je suis bavard. Mais alors du coup, avec des charges libres, si vous voulez travailler la coordination, évitez tout le guidé. Alors faites du guidé un petit peu, mais tout ce qui est des haltères avec charge libre, c'est top ça. Ça permet en même temps de soulever, de bien contrôler le mouvement et de bien coordonner. Donc ça aussi, charge libre, haltères, des poids, etc. Les medicine ball. Voilà, le contrôle moteur. Ouais, tout à fait. J'accélère. Voilà le petit bonhomme avec, vous voyez, plein de bénéfices. Hein. Regardez, il n'y a que des flèches bleues, très peu de flèches rouges, si les règles de sécurité sont bien respectées. Donc vous pouvez augmenter la densité osseuse, baisser le risque de fracture, vous pouvez augmenter la force, l'endurance du muscle, baisser l'adiposité, le taux de tissu adipeux, hein, donc du coup augmenter la sensibilité à l'insuline, réduire les risques de développer du diabète, etc. C'est important toujours. Et puis augmenter la capacité oxydative, les habiletés motrices, sportives. Je rappelle, motrice dans un premier temps, de base, et après vous irez sur du sportif. Voilà. Un jeune qui n'a pas développé ses habiletés de base, motrices, ne pourra pas bien développer ses habiletés sportives propres à votre discipline. Voilà. Bon, j'accélère. Alors regardez, ça c'est pour vous montrer simplement que plus un jeune attaque tôt le renforcement musculaire, plus il a de chance
de développer une performance élevée une fois qu'il sera adulte. Regardez, si vous proposez en plus du sport, du renforcement musculaire bien réalisé, si vous commencez très tôt, voyez, là c'est un bénéfice qui sera plus élevé une fois adulte. C'est le potentiel maximum. Comment? Le potentiel maximum de la vie. On peut l'espérer. Ouais. Et là après, s'il attaque à l'adolescence, bon, le niveau sera un petit peu plus bas. Là, c'est vraiment s'il fait que son sport, développement normal. Et par contre, s'il ne fait pas de sport et rien du tout, vous voyez, on est en dessous des normes. Bon, vous voyez, donc, privilégier ce renforcement musculaire pour optimiser la performance, mais aussi prévenir le risque de blessure. Voilà, c'est parmi. Voilà. Allez, pour terminer, un petit mot sur le lactique. Le lactique, on a souvent considéré que les efforts lactiques, il ne fallait pas en proposer chez les jeunes, parce que leur système énergétique était immature. Et on s'est souvent basé sur cette relation-là entre. Donc ça, c'est à l'issue d'un effort intensif. Les chercheurs, ils ont évalué le taux de lactate dans le muscle et puis ils ont mis ça en relation avec un indice de maturation qui est le volume testiculaire. Et ils ont étudié seulement 8 garçons. Vous voyez, ils ont établi cette relation et à partir de cette relation, ils ont considéré que la filière lactique, en fait, à partir du lactate qui s'est accumulé, elle était dépendante du niveau de maturation. Et donc, ils se sont dit, mais puisqu'il y a immaturité du système anaérobie lactique avant la puberté, il ne faut pas en proposer. Seulement, ici, cette corrélation, elle repose sur 8 points. Si vous enlevez les 3 points du bas, ben, la relation, elle saute. Donc, il n'y a plus forcément de relation entre le niveau de maturité et la filière lactique. Et ainsi de suite. Donc, en fait, on peut remettre en cause plein de choses par rapport à cette filière lactique. Je vous dirais, on peut utiliser ce type d'effort, il faut y aller crescendo petit à petit, mais à l'interdire, c'est pas légitime aujourd'hui de considérer comme ça. Voilà. Voilà, et puis ça c'est le petit programme, le petit logiciel là, pour estimer le pic de vélocité de croissance. Vous voyez, je vous donnerai le lien, il suffit de mettre donc fille, garçon, la date de naissance, la date du test, vous mesurez la taille assise, le poids, et vous avez en sortie, ici, ben, l'âge au pic de croissance rapide estimé, donc là, ici, 14 ans. Et vous avez la différence entre l'âge estimé et l'âge chronologique. Donc là, c'est un enfant de près de 11 ans. Il aura son pic de croissance rapide à 14 ans, donc il y aura un différentiel de 3 ans. Donc, vous voyez, à 11 ans, il sera à 3 ans à peu près de son pic de croissance rapide. Oui. Alors, vous pouvez le faire par terre. Alors, le dos contre le mur. Alors, une petite photo, là c'est ma deuxième. Voilà. Alors là, la toise avec le dos bien droit, vous voyez, le regard horizontal, les fesses bien en arrière. Et puis avec une toise, vous mesurez la taille assise entre le vertex ici et puis et le sol. Voilà, taille assise. C'est quoi l'âge optimal pour L'optimal? L'âge optimal pour faire. Alors oui, c'est validé, les équations sont validées entre 8 et 16 ans. 8 et 16 ans. Elles estiment assez précisément cet âge au pic de croissance rapide. Il y a plusieurs équations qui existent, j'en ai utilisé plusieurs et c'est vrai qu'on retombe à peu près sur la même valeur. À quelques mois, mais c'est pas énorme. Voilà. Alors le problème ici, c'est qu'il faut être souple. Hein. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Donc ce que vous pouvez faire, c'est sur une chaise, avec les jambes pliées. Et là, pareil, vous mesurez la taille entre. Alors sur une chaise, il faut avoir le dos bien droit. Donc pareil, la hauteur entre le vertex et puis l'assise de la chaise. Voilà. Il faut être très précis sur la mesure, parce que quelques centimètres de différence, ça peut biaiser votre estimation. Voilà. Bon, mais écoutez, puis là, si vous voulez lire un petit peu plus dans ce domaine-là, je vous invite à consulter l'ouvrage que j'ai écrit l'an dernier, donc aux éditions Amphora, préparation physique du jeune sportif, avec les différents chapitres. Je ne vous ai pas parlé de l'effet d'échauffement, le travail de vitesse, etc. Il y a pas mal de chapitres. J'ai essayé d'aborder un petit peu tout, donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter cet ouvrage.
que vous pouvez trouver à la FNAC ou chez Amazon. Mais je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions à poser à Sébastien? Les bilans qui font différence entre, ouais, d'ailleurs, entre étirement et assouplissement avec les temps et les intensités de développement, du coup, ça, par exemple, quel exemple? Quel temps, quel intensité? Ouais, alors les étirements, alors il y a du dynamique, statique. Alors vaut mieux sur l'échauffement utiliser des exercices dynamiques, éviter, si vous voulez justement sur la force explosive comme ça, sur la capacité explosive, il faut éviter de mettre dans l'échauffement des étirements statiques trop prolongés. C'est-à-dire que si par exemple vous faites du 20 fois 15 secondes, et vous faites, je sais pas, des étirements statiques de près de 5 minutes, il va de soi que vous allez augmenter la distension, en fait, vous allez distendre le complexe musculo-tendineux, et donc du coup, il va perdre en explosivité. Alors, ce qui est montré aujourd'hui, c'est qu'avec, sur un groupe musculaire, vous faites du 4 fois 15 secondes en statique, dans l'échauffement, ça n'a aucune incidence sur les capacités explosives. Donc vous pouvez introduire dans l'échauffement, voilà, des étirements statiques, mais de courte durée, sinon vous avez l'effet contraire. C'est pareil chez l'adulte, hein, c'est exactement ça, complètement. Mais je dirais voilà qu'il faut les étirements statiques prolongés, vous pouvez les faire après la séance, hein, une fois que la séance est terminée. Là vous pouvez prolonger les étirements, et tout dépend des qualités que vous recherchez. Hein. Si c'est oui, complètement. C'est un gardien, je sais pas moi, de handball qui est amené à faire des grands écarts, ou des danseuses, etc. Il faut passer par des étirements prolongés en statique. Du risque d'élargir les micro-lésions qu'on se fait pendant l'entraînement à la fin. Pas de rappel, du coup, je ne vais pas être rêvé. Et je sais que c'est controversé. Ouais. Après, s'il n'y a pas s'il n'y a pas des signes de pathologie d'Osgood ou de Sever, etc., bon là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le jeune suffit d'appuyer un petit peu sur la tuberosité tibiale ou appuyer sur le calcanéum, s'il sent une douleur, c'est que déjà il y a un risque de développer des pathologies. Donc du coup là, je vous dirais, alléger le travail, même stopper le travail, parce que sinon vous risquez d'amplifier le phénomène. Donc il vaut mieux peut-être travailler plus, ou proposer des activités à poids porté. Donc ça peut être, dans ce cas-là, il faut peut-être les faire nager, il faut peut-être les faire pédaler, il faut en tout cas ne pas arrêter l'entraînement parce qu'il risque de se déconditionner. Mais il faut éviter ces contraintes, ces contraintes mécaniques à répétition, si vous voulez éviter d'augmenter la blessure. Ouais, mais avant d'arriver aux Osgood, du coup, la mission ce serait qu'ils aient une habitude d'étirement pour les muscles s'assouplissent. C'est ça Complètement. L'objectif. Tout à fait. Parce qu'avant la puberté, c'est très éducatif au départ. Il faut leur apprendre à s'étirer, à bien se positionner, comment réaliser les étirements. C'est purement éducatif parce qu'avant la puberté, ils sont tellement souples, quelque part finalement, quel est l'intérêt sur le plan physiologique de proposer des étirements. C'est purement éducatif. Par contre, une fois qu'ils ont appris, etc., après, vous pouvez anticiper la puberté, et là, ils seront prêts à pouvoir faire eux-mêmes leur propre étirement. Donc l'objectif n'est pas le même en fonction de leur stade de croissance. Il est important de faire de l'endurance avant le pic de croissance, du coup, aérobie. Avant le pic, ou pendant. Pendant. Ouais. Et l'anaérobie ça sert d'en faire ou alors, utile? Oui, alors développer la capacité anaérobie, c'est quand même important parce que avoir une bonne capacité anaérobie, c'est permettre aux muscles de mieux neutraliser, mieux tamponner les déchets. Et donc du coup, si le muscle a cette fameuse capacité à neutraliser, à tamponner ces fameux protons qui créent l'acidose,
En quelque sorte, l'enfant il pourra passer plus de temps à des intensités élevées parce qu'il Si ça reste utile, voilà. tout système biologique est entraînable. Il n'y a aucune raison de penser que l'enfant prépubère, on ne peut pas entraîner. On peut développer. Maintenant, il y a des priorités. Comme je vous disais tout à l'heure, la motricité, le rendement de la machine humaine, il n'est pas élevé, hein, c'est du 25%. C'est comme dans une voiture, vous y mettez de l'essence, toute l'essence, elle ne sert pas à faire tourner le moteur. Il y en a le quart qui sert à faire tourner le moteur et les trois quarts qui partent en chaleur. Heureusement qu'on a des radiateurs sous le capot pour refroidir. La machine humaine, c'est pareil. Hein. On a de l'énergie qui est restaurée, qui est produite par l'organisme. Seulement, il y en a 25% qui sert à se mouvoir, à se déplacer, et les 75% qui servent qui partent en chaleur. Et chez l'enfant, c'est pire. C'est pas 25%, c'est du 15%. Donc, la motricité, elle est fondamentale. Et donc, il vaut mieux travailler la motricité avant la puberté, même pendant, que de s'entêter à développer le métabolisme aérobique et déjà être développé avant la puberté. Donc vous voyez, il y a des priorités, tout est entraînable, mais il y a des priorités. Les habiletés motrices avant les habiletés sportives. Et je parlais de chaleur, là, la chaleur produite. L'enfant, lui, son problème, c'est qu'il ne thermorégule pas comme nous. Alors, en course à pied, il a un rendement qui est moins bon, donc il va produire plus de chaleur. Donc il va falloir l'évacuer plus chez lui par rapport à l'adulte. Et deux, il va produire plus de chaleur et en plus il a du mal à l'évacuer, cette chaleur. Et en plus, si vous le mettez au soleil, il va chauffer plus vite. Parce que son rapport surface cutanée au poids est plus élevé. C'est-à-dire sa surface relative d'échange par rapport au poids est plus importante. Donc si vous exposez l'enfant à la chaleur, il va chauffer plus vite. Donc c'est une véritable cocotte minute. Donc vous avez intérêt à ce qu'ils boivent régulièrement, tous les quarts d'heure. Et si vous avez un chiffre à garder en tête, c'est 13 millilitres d'eau par kilogramme de poids de corps et par heure. C'est-à-dire que si le gamin il fait 30 kg, 13 fois 30, ça fait 390, ça fait 400 millilitres à peu près. Donc c'est à peu près une centaine de millilitres tous les quarts d'heure. Donc bouteille d'eau en permanence, et tous les quarts d'heure. Sinon, il va chauffer, il va devenir une véritable bouillotte. Alors, en préparation physique, on peut individualiser le travail. C'est-à-dire qu'il y a des formes d'organisation qui existent. Si vous faites, tout à l'heure je parlais du 10-10 par exemple, ou du 20-20. Vous faites 10 courses de 20 secondes, avec 20 secondes de pause entre les courses, et vous décidez de les faire travailler entre 100 et 130% de la VMA. Et vous avez, sur une piste d'athlée, vous pouvez faire des groupes de VMA différents, des groupes qui ont une VMA je sais pas, à 10 km/h, un autre à 12, à 14, à 16. Donc vous faites des groupes par niveau de VMA en fonction du niveau. Mais je pense qu'on peut individualiser, et je pense qu'il faut le faire. Parce qu'entre des jeunes qui ont des VMA voilà, à 10 km/h et d'autres à 16 ou au-delà, ça existe, on est, voilà, c'est ça exactement. Voilà, super. Donc il faut le faire. Parce que dans un groupe, il y aura voilà, une maturation qui peut différer à un même âge chronologique. On peut avoir des jeunes qui ont des capacités plus élevées que d'autres. On peut avoir des jeunes qui souffrent d'asthme d'effort. On peut avoir des jeunes qui peuvent être en surcharge pondérale ou pas. Enfin, chaque enfant est unique, il a ses propres caractéristiques, il faut savoir en tenir compte lorsqu'on propose, on gère le travail, c'est important. Mais je conçois que c'est compliqué quand on a des grands groupes, bien sûr. La fréquence cardiaque, est-ce que ça peut aider? Ah oui, sur des courses en préparation physique, sur de l'athlétisme comme ça, oui. Ou sur en fait les ateliers volleyball et on contrôle de temps en temps la fréquence cardiaque. Alors le problème sur des efforts intenses et courts, c'est une fréquence cardiaque qui n'est pas stable en fait, et qui augmente, qui diminue. C'est pas facile à contrôler parce que quand on n'a pas une fréquence cardiaque stable, cette fréquence cardiaque elle ne reflète pas forcément l'activité métabolique. Donc le mieux c'est d'utiliser bien sûr des fréquences cardiaques qui sont stables, ça veut dire sur des efforts qui sont au-delà pour les enfants d'une minute 30, 2 minutes, de manière, parce que là au-delà de 2 minutes, on sait que la fréquence cardiaque, en tout cas le travail cardiaque va refléter. S'il faut un circuit volleyball de 2 minutes avec des courses, etc.,
tout à fait. Là, on pourrait utiliser. Oui, complètement. Et s'apercevoir qu'il y en a qui. Oui. Donc réguler. Alors oui, mais il faut jouer sur la réserve cardiaque, parce qu'en fait, la FC max, en fait, elle est dépendante essentiellement de l'âge, hein. On sait que c'est 220 moins l'âge, donc un jeune qui a 15 ans, bon, il sera à 205 à plus ou moins 10 battements par minute, mais la fréquence cardiaque de repos, elle peut différer entre les jeunes, entre ceux qui sont bien entraînés ou pas, donc il faut travailler en pourcentage de la réserve cardiaque. Donc vous faites la différence entre la FC max et la FC de repos, et ensuite vous calculez un pourcentage de travail de cette réserve cardiaque à laquelle vous rajoutez la fréquence cardiaque de repos. Et là c'est l'équation c'est le travail de Karvonen, scandinave, où là où vraiment vous avez un travail plus juste que si vous calculez un pourcentage de la FC max directement. On parle de s'hydrater pendant l'effort, oui. Et moi j'ai toujours appris qu'il fallait prendre de l'eau sucrée lorsque l'entraînement est long. Et on voit à haut niveau des joueurs qui prennent que de l'eau. Oui. Et quelque part je me dis, mais on ne leur a pas dit à eux. Alors après le sucre, attention, parce que si vous buvez du coca par exemple, de l'eau trop sucrée, c'est une boisson qui va être hypertonique et hyper concentrée, et donc du coup... Oui, mais maintenant ils inventent des boissons isotoniques justement pour prévenir ça. Exactement. Et malgré tout, on voit plein de sportifs de haut niveau qui boivent de l'eau. Il y a les tennisman qui ne boivent pas d'eau. Mais les volleyeurs, ils se passent la bouteille de Vittel et... Après... ça dépend des pays. Les Italiens, les Polonais, tout ça, ils ne boivent pas que de l'eau. Ils n'ont pas de l'eau. Ça dépend ce qu'ils mangent à côté. Des barres céréalières, énergétiques. Ouais, mais ils ne mangent pas, on ne voit que boire. Alors ils boivent, mais ils ne mangent pas. Les tennisman, ils boivent parce que ils ont des pauses régulières, mais nous on boit de l'eau. Après, l'eau, ce qui compte aussi, donc c'est l'apport hydrique, mais c'est l'apport en sels minéraux. Hein. Et oui. Après, il faut bien choisir son eau. Hein. Si vous buvez de la Vichy qui est trop salée, après, si c'est une eau épars à base de magnésium, si c'est une eau à base très sulfatée, etc. Tout dépend de ce que vous recherchez dans l'apport hydrique, enfin, en tout cas dans l'apport en sels minéraux. Les eaux sulfatées, la Contrex par exemple, à l'arrière, ça peut être une bonne eau pour évacuer les déchets. Non mais pendant l'effort, il faut boire énergétique carrément. Oui, alors si c'est que de l'eau, après il faut avoir un apport plutôt solide à partir de barres céréalières ou autre. Hein, mais si c'est que de l'eau pure, je pense qu'il faut compléter avec du solide à côté. On est bon? Putain, méfie-toi. Attends, on en veut plein. Vas-y Pierre. Ce serait plus sur la fin du développement, au niveau des fibres rapides du muscle. C'est à partir de quand on peut vraiment les développer, enfin qu'elles arrivent. Ouais, c'est compliqué parce que vous voyez, sur la relation que je vous ai présentée, vous avez vu, entre 5 et 10 ans, vous avez 3 points. Parce que les biopsies musculaires chez l'enfant, il n'y en a pas eu pléthore et beaucoup. Alors après, est-ce un effet, est-ce qu'il y a un effet progressif de la maturation sur la transformation de ces fibres lentes en rapides? Peut-être, mais il faut être encore prudent là-dessus, sur ce phénotype, puisque, oui, à ma connaissance, il y a peut-être une dizaine maximum d'études qui ont utilisé les biopsies, mais je pense qu'il y a un effet des hormones sur cette transformation du phénotype musculaire. Et après, ce qui me réconforte dans mon analyse, en fait, c'est que au-delà de la typologie, il y a quand même une transformation au niveau de l'activité des enzymes oxydatives en activité plutôt non oxydative, anaérobie. Il y a ces débits de resynthèse en phosphocréatine, voilà, qui diminuent avec l'âge. En fait, il y a un profil oxydatif qui se transforme plutôt en un profil non oxydatif anaérobie. Donc j'ai plein d'éléments qui me font dire que finalement, il y a vraiment un chamboulement métabolique au cours de la maturation. Voilà. Mais c'est toujours un peu critiquable la typologie, hein. C'est pas évident. Bon, merci Sébastien.